Bonjour, bienvenue à Moyen-Moutier. Je vous propose une petite balade d'une quinzaine de kilomètres sur les hauteurs de Moyen-Moutier et qui va nous emmener jusqu'à Senones. C'est une balade non seulement avec un grand intérêt au niveau du paysage, mais aussi au niveau de l'histoire, puisque ça va nous emmener du Moyen-Âge jusqu'à la Première Guerre mondiale. On débute cette balade par le rocher de la Haute-Pierre. Ce site n'est pas qu'un simple point de vue. Bien que les traces soient très discrètes aujourd'hui, il a abrité à l'époque médiévale une forteresse qui a marqué l'histoire de la ville. Alors je ne vais pas rentrer en détail sur la fondation historique de Moyen-Moutier, mais simplement rappeler que sa fondation remonte à l'an 671 par Hidulf, qui était corps-évêque à Trèves, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le statut d'évêque, c'était une fonction d'administrateur au sein de l'administration épiscopale. Donc corps-évêque à Trèves, et qui a choisi de venir se retirer comme ermite dans les forêts vosgiennes. Les miracles qui lui ont été attribués, ainsi que ses enseignements, ont attiré de nombreux disciples et permis le développement d'une cité prospère. Après quelques aléas historiques, l'abbaye de Moyen-Moutier connaît une renaissance florissante à partir de l'an 960. Petit à petit, elle se retrouve à la tête de nombreuses possessions, aussi bien en terre lorraine qu'en Alsace. Et forcément, cette richesse commence à attirer les convoitises au début du XIIe siècle. Parmi ces personnages qui convoitent les richesses de cette ville, on note Hubert ou Aubert, suivant l'orthographe qui a été choisie. Donc Hubert de Parois, dont le père Simon Ier s'est illustré aux croisades. C'est une illustre famille lorraine, de la maison de Lorraine. Et Hubert donc s'autoproclame voué de l'abbaye et fait construire un château au lieu même où nous sommes. Et ce, malgré l'opposition du duc de Lorraine, Mathieu II. Alors très vite, ce voué va se montrer tyrannique et terroriser les moines et la population qui vont solliciter l'aide du duc. En 1123, Mathieu II assiège le château pendant 3 mois et finit par le prendre le 8 septembre. À la suite de pourparlers avec Aubert de Parois, il épargne donc ce dernier, avec qui il trouve un accord. Il est autorisé à s'installer sur la montagne d'Ansus, au Val de Saint-Dié. Mais, malgré cet accord, Aubert de Parois n'en fera rien et relèvera le château de Haute-Pierre en 1149. C'est finalement ce nom de Haute-Pierre que prendra sa famille à partir de cette date. Et cette famille s'éteindra en 1281 et le château sera abandonné à partir de cette date. Alors, comme on peut le voir, ce château occupe une place stratégique, puisqu'il verrouille à la fois la vallée du Rabodeau, avec Moyen-Moutier, et sa confluence avec la Meurthe au niveau d'Étival. Nous avons ici la vallée de Ravine. Voilà. Et à l'est, donc le massif qui continue vers Senones et la Roche-Mère-Henri, chemin qu'on va emprunter pour cette balade. Alors comme vous pouvez le voir, malheureusement sur ce château, il ne reste que très peu de vestiges, à peine quelques marches esquissées, taillées dans la roche. Donc pour ce retour, nous allons emprunter ces marches. Voilà, toujours avec un
panorama absolument magnifique. Là il reste encore un petit peu de brume. Nous sommes le matin, il est 9h15, il fait -3, mais bon, vu le chemin pour monter jusqu'ici, c'est la température idéale. Un abri de fortune qui peut servir en cas de pluie. Alors, il y avait également une légende à cet endroit qui disait qu'il y avait un tunnel qui reliait l'abbaye au château de Haute-Pierre pour évacuer en cas d'attaque ennemie. Bon, ce tunnel reste une légende jusqu'à maintenant, et preuve du contraire, il n'a jamais été découvert. Alors je vous signale aussi que si cette balade vous intéresse, elle porte le nom de circuit de Haute-Pierre, fait à peu près 9 km 600. Vous pouvez la coupler avec le circuit qui passe par la Roche-Mère-Henri et la chapelle de Malfos, qu'on va aller visiter, et le tout fait un petit peu plus de 15 km. Donc ces circuits, vous pouvez les retrouver sur le site du club vosgien, mais aussi sur le site de la maison du tourisme du Pays des Abbayes à Snones, qui vend des petits fascicules avec le parcours des circuits. Voilà, on peut voir les magnifiques stalactites de l'hiver, un paysage très agréable avec un soleil qui fait du bien, parce qu'après plusieurs semaines de pluie, c'est toujours agréable de faire une sortie sous un temps sec et ensoleillé. Pour information, je suis parti de Moyen-Moutier, du stand de tir. J'ai suivi les croix jaunes pour monter jusqu'à la Haute-Pierre. Et ensuite, donc, on va continuer notre petite balade. Voilà, par le sentier de crête, croix jaune, cercle jaune, qui va nous emmener à des sites, donc la roche de la Balance, mais également les roches du Lanceux, qui sont des points de vue assez agréables sur la vallée, et puis donc la croix de Malfos avant de se diriger vers la Roche-Mère-Henri et ses vestiges de la guerre de 14. Alors Moyen-Moutier et Senones n'ont pas à rougir de leur curiosité géologique, peuvent même rivaliser un petit peu avec le Tanchel. Là nous sommes donc sous la roche du Grand Nez. Ah, pas besoin d'explications supplémentaires pour comprendre. Abri vraiment de fortune en cas de pluie d'orage, et en attendant que le temps se calme, une petite citation à méditer. Heureux qui a pu pénétrer les causes secrètes des choses. Je vous laisse réfléchir.
toujours rester vigilant où on met les pieds évidemment. Là on arrive sur le site de la Roche de la Balance. Magnifique endroit encore. Et là, en levant les yeux, la voici. Donc avec un temps comme aujourd'hui, avec un vent du nord qui a tendance à bien refroidir, c'est un endroit idéal pour faire une petite pause, pour grignoter, pour se reposer 5 minutes à l'abri du vent. Et quand même dans un endroit assez éclairé. Voilà, en arrivant au rocher du Lanceux, vous avez deux options. Soit le chemin qui passe au sud des rochers, donc au-dessus des rochers. Là vous êtes un petit peu plus protégé du vent. Et pour admirer l'enfilade de roches, je vous conseille de prendre le chemin qui passe sur le nord de ces rochers, donc en contrebas. Ça vous prendra 10 minutes de plus pour rejoindre la croix de Malfos. Moi personnellement, je vais prendre le chemin habituel aujourd'hui. Alors tout le long du chemin, vous pourrez croiser certains arbres, des hêtres qui en cette période hivernale ont leur corps à nu et qui donc par cette silhouette assez tourmentée offre un panorama assez exceptionnel. Alors la balade est agréable, on est dans les Vosges, certes pas dans les Alpes, à une altitude très modeste, on est entre 560 et 630 mètres là sur cette balade. Néanmoins on est dans des endroits assez traîtres, avec des failles rebouchées par de la mousse, de la végétation. Vous voyez, on peut se faire très mal si on garde un peu trop les yeux en l'air. Donc bien sûr, toujours faire attention où on met les pieds, même si on est sur un chemin balisé. Alors à partir des roches du Lanceux, on va pouvoir commencer à apercevoir certains ouvrages comme celui-ci, des postes d'observation et de tir. Donc ils sont des vestiges de la Première Guerre mondiale. Donc plus on va se rapprocher de Senones et de la ligne de front, plus ces ouvrages vont être nombreux. Alors pour un certain nombre, ils ont été condamnés car ils étaient accessibles, mais par mesure de sécurité, ils ont été condamnés. Donc on ne peut que, pour ceux qui sont encore ouverts, on ne peut que recommander la plus grande prudence avant de s'aventurer dans ces ouvrages. Voilà, on va aller voir un petit point de vue. Alors je vais essayer de couper le son parce que comme le vent est fort, ça risque d'être désagréable. À mi-chemin avec la Roche-Mère-Henri, entre la Haute-Pierre et la Roche-Mère-Henri, on arrive au carrefour de la croix de Malfos. Donc avec le chemin qui
vient de l'ouest de la Haute-Pierre et qui va en face où on aperçoit la table de pique-nique vers l'est et la Roche-Mère-Henri. Sur notre gauche, le chemin carrossable, un petit peu plus loin, il y aura une descente sur la gauche, donc, et qui va descendre vers la chapelle de Malfos. Donc c'est par ce chemin-là qu'on reviendra tout à l'heure. J'espère qu'on aura le temps. Et donc voici la croix de Malfos. Magnifique croix en grès des Vosges qui a été restaurée récemment. Le lieu a été également réaménagé avec des tables de pique-nique toutes neuves. Donc c'est un lieu très agréable. Néanmoins, il y a quand même du passage parce que c'est un carrefour important. Et sur notre droite, ici, la route qui descend sur Moyen-Moutier et le hameau de La Prelle. Voilà la croix de Malfos, altitude 593 mètres. Alors j'en profite pour faire une petite rectification tout à l'heure à la Roche des Lanceux. Je vous ai parlé des chemins qui allaient, alors d'une part, sur la gauche, oui, sur la gauche. Je me suis trompé. Il faut inverser le sens des points cardinaux que je vous ai donnés. En fait, si vous passez sur la gauche, sur le haut des rochers, vous serez sur le versant nord. Et si vous prenez au bas des rochers, avec 10 minutes de plus pour arriver ici, vous serez sur le versant sud. Voilà, donc rectification faite. Alors nous allons continuer en face vers la croix de Malfos. La Roche-Mère-Henri, pardon. Alors nous voici à la stèle dite de Sartorio. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les conflits, enfin le conflit qui s'est déroulé dans ce secteur. Simplement un petit mot donc sur cette stèle qui a été érigée par le lieutenant-colonel Dauphin qui commandait le 363e régiment d'infanterie de Nice en 1915. C'est un régiment qui a combattu en ces lieux dès septembre 1914 et comptait parmi ses hommes le sculpteur Antoine Sartorio qui a créé cette œuvre. Il est également l'auteur du monument aux morts de Pierre Percé et d'une sculpture qui était intitulée La fille de la mère Henri sur la roche du même nom mais qui a aujourd'hui disparu. Voilà, si vous passez sur le secteur, vous avez un panneau explicatif qui vous parle de la vie d'Antoine Sartorio, de ses œuvres et des combats qui ont eu lieu ici. Voilà une casemate française sur la ligne de front. On aperçoit encore l'ouverture pour l'observation à la défense. Toujours sur ce sentier extrêmement bien balisé, des documents avec des photos d'époque et des explications sur la bataille qui a été livrée ici. Alors, juste après le No Man's Land qui sépare les lignes françaises des lignes allemandes, alors vous avez une photo d'époque pour montrer à quel point la bataille a été sanglante. Plus un arbre de nord-est par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, une forêt dense. Et là, juste à cette limite, au No Man's Land, nous avons la croix du Pelé.
Voilà. Alors cette croix qui marque la ligne de front des combats qui se sont déroulés en octobre et en novembre 1914. Elle a été érigée par les parents de Félix Pupi. C'était un caporal du 363e régiment d'infanterie et qui est aussi le malheureux symbole de cette grande boucherie, puisqu'il a été tué à l'âge de 22 ans en montant en tête de l'assaut du blocos voisin et en disant « Je suis le plus jeune, à moi l'honneur ». Voilà. Et pour cet acte de bravoure, donc ce mémorial a été érigé. Voilà un exemple des fortifications allemandes. Un blocos qui a relativement bien conservé son aspect d'origine. Alors attention, hein, soyez prudents parce que à l'approche de ce genre d'ouvrage, vous avez énormément de trous, d'anciennes galeries, avec souvent les plafonds, les parois en très mauvais état, qui ont tendance à s'effondrer avec le temps. Alors là, nous avons un ouvrage donc en béton armé, juste sur la ligne de front, qui est relativement bien conservé. Et tout autour, un réseau de galeries qui dessert des ouvrages plus petits, d'observation ou de postes avancés. Alors je sais qu'il est tentant de jouer un peu les aventuriers et d'entrer dans ces ouvrages. Moi-même je l'ai fait dans ma jeunesse assez régulièrement, mais soyez toujours très prudents. Des morceaux de ferraille rouillés, pointus, acérés, qui sont assez nombreux dans ces ouvrages. N'y allez pas évidemment sans au moins un éclairage digne de ce nom. En tout état de cause, si vous hésitez, ne le faites pas. Là, cet ouvrage porte le nom de Kanzel. Alors comme vous le voyez, tous ces ouvrages ont une seconde vie, puisque désormais ils servent de réserve d'abri aux chiroptères, aux chauves-souris. Voilà l'arrivée à la Roche-Mère-Henri, qui est donc un point de vue, un point culminant et un point de vue sur Senones et la vallée du Rabodeau qu'on va aller voir, qui est tout à fait remarquable, mais qui est aussi chargé d'histoire. On en parle tout de suite. Voilà, donc au pied de la Roche-Mère-Henri se trouve le poste de commandement. Donc je vais éviter de
parler depuis le belvédère, bien que la vue est plus agréable, mais le vent fait qu'avec le micro du téléphone, on n'entendrait rien. Donc, après l'annexion de l'Alsace-Moselle en 1871, la nouvelle frontière passe par les cols de Prayé, d'Huans et de Salles, à quelques kilomètres de Snones. Alors, dans un esprit de revanche qui a marqué la France entre 1871 et 1914, cette nouvelle frontière se militarise avec la création des bataillons de chasseurs à pied. À Senones, c'est le premier BCP qui prendra ses quartiers le 30 septembre 1913. Alors, dès le 2 août 1914, des offensives sont menées par les Français en Alsace. Après quelques victoires, la contre-offensive est violente. Les troupes françaises battent en retraite et redescendent la vallée du Rabodeau. Senones et Moyen-Moutier tombent aux mains des Allemands qui sont sur les rives de la Meurthe le 28 août. Ensuite, le front sera fixé sur les cols du Haut-Jacques et de la Chipote jusqu'au 12 septembre 1914. Alors après cette date du 12 septembre, les troupes allemandes reculent jusqu'à Snones et fixent le front donc sur les hauteurs de Snones, sur la Roche-Mère-Henri. Donc les combats vont se concentrer sur ce secteur et les plus violents vont se dérouler durant les mois d'octobre et novembre 1914. La Roche-Mère-Henri est un point tactique important puisqu'il contrôle le carrefour de tous les chemins permettant de passer de la vallée de la Plaine à celle du Rabodeau. Les Allemands y ont accumulé des moyens de défense importants. Le 31 octobre 1914, l'infanterie française reçoit l'ordre d'attaquer la Roche-Mère-Henri et le lieu-dit des Quatre-Bancs. Le 19 novembre, le blocos allemand barrant le sentier de Crète est détruit par la position française sera maintenue malgré la perpétuelle avalanche de torpilles et d'obus. Alors pour vous donner, après cet épisode, donc le front va se calmer sur le secteur et on aura plutôt des combats sporadiques et des attaques visant à faire des prisonniers. Après la guerre, il faut dire que le bilan est lourd pour la vallée. Le canton de Senones, au 11 novembre 1918, il ne compte plus que 1329 habitants sur les 15 524 recensés en 1911. Senones ne possède plus à l'armistice que 200 habitants, le village du Bandsa 17 et le hameau de Chatas 8. Alors évidemment, tous ces habitants n'ont pas été tués pendant la guerre. Il y a eu beaucoup de populations déplacées, et notamment aussi dans les villages proches. Là, nous avons face à nous, je ne sais pas si on le voit bien, la côte de l'Orthomont, et par derrière, la colline de la Fontenelle, où là, des combats extrêmement violents ont eu lieu. Et les populations des villages, une partie de la population des villages qui étaient sur ce secteur, ont été déportés par les troupes allemandes, notamment sur le camp de Holzminden, pendant l'été 1915. Voilà. Maintenant, on va aller faire quelques vues sur le belvédère de la Roche-Mère-Henri. Dommage qu'il y ait un peu de brume aujourd'hui, mais ça vous laisse quand même une idée de la vue qu'on a sur ce promontoire.
Zenon et son abbaye. Alors en contrebas des 4 bancs ou 4 sapins, le carrefour qui mène à la Roche-Mère-Henri, vous pouvez prendre le chemin Cercle Bleu qui vous mènera à la vallée de Ravine et en remontant vers la chapelle de Malfos. Et sur ce chemin, donc, vous pouvez vous arrêter sur cet endroit bucolique, la fontaine Adrienne, qui, malgré les températures hivernales, coule normalement, doucement. Alors c'est un lieu qui est aussi symbolique durant le premier conflit mondial, puisque on raconte, alors je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais que cette fontaine servait de lieu de ravitaillement en eau pour les soldats, et qu'elle a été aussi un lieu de fraternisation entre soldats français et soldats allemands pendant la guerre, puisque chacun venait s'approvisionner au même endroit. Alors certainement qu'au milieu de l'été, en période caniculaire, l'endroit est tout à fait agréable, frais et reposant. Voilà, nous atteignons maintenant la chapelle de Malfos. Un endroit très agréable, chargé d'histoire également. J'y reviendrai tout de suite après. Pour l'instant, je vais profiter de ce lieu pour faire une petite pause roborative. A plus tard. Alors, en attendant que la soupe soit chaude, pas facile à dire, quelques mots sur la chapelle de Malfos et le secteur. Donc, c'est une chapelle dont l'origine remonte au 7e siècle. Comme je l'ai expliqué précédemment, l'exemple d'Idulphe attira très tôt de nombreux religieux dans la vallée et à l'abbaye de Moyenmoutier. Face à cette situation et au manque de place dans l'abbaye, Idulphe répartit les religieux en petits prieurés appelés cellae, cellules ou chapelles. Ce fut le cas de Malfos, en latin Malfossa ou Mortifossa. Alors à cette époque-là, rien qu'aujourd'hui, là où on est en hiver, il fait à peu près -3, -2, enfin voilà. À cette époque, la vie devait être particulièrement rude, car le site est très isolé. Il se trouve au fond d'une dépression naturelle, dont la seule issue est un étroit couloir vers le nord, ici. De plus, le sol est saturé d'eau, sauf, on le voit bien là, avec les congères, enfin le sol gelé, et les ruisseaux qui coulent un petit peu partout autour du site. Alors donc le sol est saturé d'eau, sauf à l'endroit où se trouve la chapelle. Si l'on y ajoute les ours et les loups, il fallait vraiment avoir la foi pour rester ici. Sans rentrer dans la controverse historique sur le séjour de Sainte-Odile à Moyenmoutier, l'histoire locale fait quand même mention du fait que la future sainte patronne de l'Alsace aurait trouvé refuge dans ce prieuré en 675 pour fuir la colère de son père qui n'acceptait pas qu'elle fût née aveugle. Plus tard, le lieu fut celui des sépultures des enfants morts-nés, sans avoir reçu le baptême. Il était en effet de coutume que ces enfants soient enterrés auprès des sanctuaires dédiés à la Vierge. À ce sujet, un document du XVIIe siècle fait mention d'un miracle qui aurait eu lieu le 2 mai 1672, où un enfant mort-né enterré le jeudi serait ressuscité le mardi suivant. Ensuite, Malfos eut vocation
de maladrerie et fut occupé par les lépreux. Le dernier ermite serait décédé en 1781. En 1921, l'abbé Varenne, curé de Moyenmoutier, restaura la chapelle et dégagea une esplanade devant, mettant à jour les fondations de l'ancien ermitage. C'est cette place qu'on voit difficilement avec les feuilles et la neige, mais juste devant la chapelle. La chapelle fut surélevée en 1922 et inaugurée le jour de l'Ascension. Depuis cette date, chaque année, un pèlerinage a lieu le jeudi de l'Ascension. Un petit peu plus loin, derrière la chapelle, en traversant le petit ruisseau, on va y aller, il y a la source miraculeuse. Donc la source qui aurait rendu la vue, enfin, à Sainte-Odile. Alors il y a une grosse controverse sur le baptême de Sainte-Odile qui aurait pu avoir lieu à Moyenmoutier par saint Idulphe. Étival revendique également ce baptême, et également un monastère qui se trouve en Bourgogne. Voilà, donc aujourd'hui, et si, les sources coulent quand même, malgré le froid, malgré la glace, on l'entend. Elle coule quand même. Alors voilà un petit point historique sur l'histoire de Malfos. Alors j'en profite également parce que vous pouvez voir que le site est remarquablement bien entretenu. Il y a de l'eau, mais elle est canalisée. Il y a du mobilier pour se reposer, des tables pour manger, un coin pour faire du feu, une chapelle dans un état impeccable. Tout ça, c'est dû au travail de bénévoles du club vosgien et d'autres qui, tout au long de l'année, travaillent pour notre plaisir, quoi. Pour que les chemins soient entretenus, que les sites soient agréables. Ils font un travail formidable tout au long de l'année, parce que je peux vous assurer que quand il faut refaire des travaux pour restaurer l'alimentation en eau, repeindre la chapelle, qu'il faut monter tout le matériel ici à dos d'homme, c'est pas évident. Donc c'est un gros boulot. Et pour ça, on les en remercie vraiment énormément. Et la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de respecter ce travail, de respecter les lieux, de ne pas laisser traîner ses affaires. Et voilà. Et puis pour ceux qui en ont envie, évidemment, c'est toujours possible de rejoindre les clubs de randonnée, notamment le club vosgien ici dans la région, et puis d'apporter sa pierre à l'édifice. Voilà, bon, je vous laisse, je vais aller grignoter maintenant que ça doit être chaud. A plus tard. Voilà, de retour à la Croix de Malfos. Donc on va rejoindre le point de départ au bas du rocher de la Haute-Pierre, en prenant la portion de circuit, donc partant de la Croix de Malfos, cercle jaune, retournant, stand de tir Moyenmoutier, circuit de la Haute-Pierre. Voilà, il y a une partie en goudronné, après on récupère un chemin forestier et ça vous fait une boucle d'une quinzaine de kilomètres. Voilà, c'est ici que s'achève cette balade pour la partie vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi en faire d'autres et puis vous les proposer également. Voilà, merci d'avoir regardé et peut-être à bientôt.
Allez, juste encore un petit peu de vidéo, juste pour vous montrer ces deux chênes qui donnent une ambiance un peu fantasmagorique à la forêt en cette période d'hiver. De magnifiques spécimens. Voilà. Et puis j'en profite aussi sur ce chemin du retour pour faire envoyer un petit bonjour au marcheur et son chien. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Si vous aimez les randonnées dans les Vosges, vous ne serez pas déçus et vous pourrez profiter de tous les conseils qu'il donne. Voilà. Allez, à bientôt!